Jean-Luc, bonjour à tous. Donc avant de commencer, je voulais évidemment remercier les organisateurs de ce colloque de me faire le plaisir d'être parmi vous ce matin et puis vous remercier tous d'avoir bravé le froid matinal. Donc les aides illégales. Quelques mots d'abord pour rappeler ce dont on parle. Comme vous le savez tous, l'article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets qui tendent à instituer ou à modifier des aides. Donc en substance, c'est cet article qui sert de base à une procédure de notification des projets d'aide qui peut aboutir à une décision de compatibilité de l'aide avec le marché intérieur ou à une décision d'incompatibilité dans des conditions qui sont aujourd'hui prévues par le règlement 2015-1589 mais qui n'ont pas été significativement modifiées. L'article 108, paragraphe 3 du traité précise que les mesures d'aide projetées ne peuvent pas être mises en exécution avant que la procédure ait abouti. C'est ce qu'on appelle en pratique l'obligation de standstill. Et donc on peut être en présence d'une aide illégale, soit parce que l'aide n'a pas été notifiée avant d'être mise en exécution, soit parce qu'elle a été notifiée mais mise en exécution avant que la commission se soit prononcée, soit parce que l'aide a été notifiée, déclarée incompatible avec le marché intérieur et mise en exécution malgré tout. Donc, en pratique, le cas le plus fréquent, c'est celui des aides qui n'ont pas été notifiées du tout à la Commission et qui se subdivisent en deux cas. Celui des aides illégales, qui sont incompatibles avec le marché intérieur, c'est-à-dire le cas où il y a à la fois un problème de procédure qui est qu'on n'a pas notifié et un problème de fond qui est que l'aide est incompatible avec le marché intérieur. Et celui des aides qui sont illégales mais qui sont finalement notifiées à la Commission par voie de régularisation et qui sont déclarées compatibles avec le marché intérieur. C'est-à-dire c'est un cas où on n'a pas de problème de fond, mais un vice de procédure qui consiste à avoir exécuté l'aide avant d'avoir le blanc-seing de la commission. Donc pour sanctionner l'illégalité des aides, la Cour de justice a élaboré une jurisprudence à partir des années 70 qui témoigne du fait que la Cour, finalement, comme elle l'a confirmé encore assez récemment, considère que les règles du traité en matière d'aide ont un caractère fondamental puisqu'elles sont l'expression d'une des missions essentielles conférées à l'Union, qui est l'établissement d'un marché intérieur au sein duquel la concurrence n'est pas faussée. La Cour donc veille à sanctionner l'octroi d'aide en violation de l'obligation de standstill, mais comme l'article 108, paragraphe 3 du traité ne prévoit pas lui-même les sanctions de sa violation, il a fallu que la jurisprudence y pourvoie. Et ce qu'elle a fait donc à partir des années 70, par voie jurisprudentielle, qui est aujourd'hui partiellement codifiée dans les règlements. Donc pour faire simple, aujourd'hui, le régime des sanctions est le suivant. Quand une aide illégale est considérée comme incompatible avec le marché intérieur, le règlement 2015-1589 exige que l'État membre qui a accordé l'aide récupère les montants versés auprès du bénéficiaire assortis des intérêts. Donc ça, c'est l'article 16 du règlement 2015-1589. Quand une aide illégale est déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission, la jurisprudence prévoit que l'État membre concerné doit récupérer des intérêts sur le montant de ces aides. C'est-à-dire qu'en fait, ces aides seront traitées comme une avance. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas incompatibles, mais elles ont été versées finalement trop tôt. Et donc, l'État membre doit récupérer des intérêts. Alors, deux éléments qui sont importants à souligner concernant ce régime. Le premier, c'est que les sanctions, in fine, ne pèsent pas sur l'État membre, même s'il peut théoriquement être poursuivi en manquement, elles pèsent en fait sur le bénéficiaire des aides. Le deuxième élément important, c'est que c'est un régime qui est indifférent aux plaintes des concurrents. Donc on retrouve là l'idée qui est assez courante en droit de la concurrence, qui est que le droit de la concurrence, finalement, protège la concurrence elle-même et pas les concurrents. Donc le fait qu'il y ait ou pas plainte des concurrents, au moins en théorie, est neutre sur l'application du régime des sanctions. Ce régime de sanctions, il a quand même certaines limites, puisque comme on vient de le voir, c'est quand même objectivement un régime assez dur pour les bénéficiaires. Donc il est assorti de deux tempéraments. Le premier, c'est que la récupération devient impossible à l'expiration d'un délai de prescription qui est de 10 ans, qui est la traduction dans le droit des aides du principe de sécurité juridique. Le deuxième tempérament, c'est que la récupération ne peut pas être ordonnée quand son exécution irait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union, ce qui vise essentiellement le principe de confiance légitime. Mais dans un cas comme dans l'autre, moi ce qui me frappe en tant que praticien qui exerce aussi dans d'autres branches du droit de l'Union, c'est que l'approche qui est retenue en matière d'aide est beaucoup plus rigoureuse que dans d'autres domaines. C'est l'essentiel de ce que je voudrais vous faire partager ce matin. Donc, en ce qui concerne la prescription, d'abord, le règlement 2015-1589 prévoit que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de 10 ans.
10 ans, c'est un délai qui, même en droit français, est quand même particulièrement long. Si je prends l'exemple du droit pénal, c'est le délai de prescription qu'on réserve aux crimes en droit français. Et à ma connaissance, c'est le plus long de tous les délais de prescription qui existent en droit de l'Union. Il y en a, si je prends un exemple, par exemple, la responsabilité de l'Union elle-même se prescrit par 5 ans. Et si on va dans le domaine du droit de la concurrence, en matière d'amende et de sanctions pour infraction aux dispositions du droit de la concurrence, il y a un délai de prescription qui est fixé par le règlement numéro 2988/74 qui varie entre 3 et 5 ans. Et un autre exemple qui est particulièrement parlant, c'est en matière d'irrégularité qui porte préjudice au budget de l'Union, ce qui englobe notamment le fait d'avoir touché des aides versées par l'Union de manière irrégulière. Le délai de prescription est fixé à 4 ans par le règlement numéro 2988/95. Donc sur cette base, par exemple, il y a une jurisprudence très abondante qui s'est développée en matière de ce qu'on appelle les restitutions à l'exportation, donc qui sont des aides en matière agricole, qui se prescrivent. Donc le fait d'avoir touché ces aides de manière irrégulière se prescrit par 4 ans, et c'est d'autant plus frappant que ce délai de 4 ans s'applique même en cas de fraude dans ce cas-là. Donc le délai de prescription pour les aides illégales, il est finalement au moins 2 fois plus long que d'autres délais applicables en droit de l'Union, ce qui à mon sens pose quand même question aujourd'hui, au moins au regard du principe d'égalité. Si je schématise un peu, ce qu'il peut y avoir de surprenant dans le régime actuel, c'est que, in fine, quelqu'un qui aura fraudé des aides agricoles sera mieux traité que quelqu'un qui aurait bénéficié finalement en toute bonne foi d'aides d'État versées par les États membres illégales. Donc en soi, ça aurait pu être tout à fait compréhensible si la bonne foi des bénéficiaires entrait vraiment en ligne de compte dans le régime. Mais en pratique, et c'est à mon sens là que réside l'essentiel du problème, il est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de faire valoir la confiance légitime pour s'opposer à la récupération des aides illégales, en tout cas devant la Cour. La pratique de la Commission est beaucoup plus subtile et beaucoup plus nuancée, mais la jurisprudence de la Cour, elle, est extrêmement rigoureuse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que dit le règlement 2015-1589, c'est que la récupération ne peut pas être ordonnée dans le cas où sa mise en exécution irait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union. Mais en matière d'aide, la Cour applique ce principe de manière beaucoup plus restrictive que dans d'autres domaines du droit de l'Union. En substance, dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour n'admet la possibilité d'invoquer le principe de confiance légitime que si la Commission a pris une décision d'approbation devenue insusceptible de recours, ce qui suppose par hypothèse que l'aide lui ait été notifiée, sinon elle ne peut pas prendre de décision. En l'absence de notification, elle considère qu'un État membre ou le bénéficiaire des aides ne peut pas invoquer la confiance légitime pour faire obstacle à l'obligation de récupération. Donc dans une formule qui est assez lapidaire, la Cour nous dit qu'en l'absence de notification préalable à la Commission, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir à aucun moment une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci. Donc on est en fait en matière d'aide assez loin des principes que la Cour applique habituellement, puisque dans le droit commun de l'Union, finalement, on peut invoquer la confiance légitime quand des actes d'une autorité administrative ont créé dans l'esprit d'un opérateur économique prudent et avisé une confiance raisonnable. Si je prends un exemple tout bête, en droit des marchés publics, par exemple, la Cour admet que dans certaines circonstances, l'intérêt qu'il y a d'éviter une incertitude juridique peut justifier de faire prévaloir la stabilité des relations contractuelles déjà mises en exécution sur le respect du droit de l'Union. Mais en matière d'aide, la confiance légitime, elle, ne peut naître que de décisions de la Commission et jamais d'une décision des États membres. Alors, ça pose, à mon sens, question pour 3 raisons. La première, c'est qu'au plan des principes, finalement, on ne voit pas réellement pourquoi la violation de l'obligation de notification devrait par essence toujours faire l'objet de sanctions, alors qu'on admet dans le même temps, par exemple, en droit des marchés publics, qu'on peut tout à fait maintenir en place un contrat qui a été conclu en violation de l'obligation de mise en concurrence. Pourtant, fondamentalement, il n'y a pas de différence de nature entre bénéficier d'un contrat illégalement et bénéficier d'une aide illégalement. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes avantagé par rapport à vos concurrents. C'est simplement finalement la nature de l'aide entre guillemets qui change, mais on a bien dans les 2 cas violation du droit de l'Union. Dans un cas, elle sera toujours sanctionnée, dans un cas, pas toujours. La deuxième, c'est que les bénéficiaires des aides, eux, n'ont aucun lien direct avec la Commission. Ils n'ont un lien direct qu'avec les États. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on leur dit qu'ils ne peuvent pas placer leur confiance légitime dans les États, mais les États sont leurs seuls interlocuteurs directs. Et le troisième problème que ça pose, à mon sens, c'est que ça revient à dire finalement qu'on ne peut jamais avoir légitimement confiance dans le fait qu'une mesure ne soit pas une aide, ou dans le fait qu'une mesure d'aide soit exonérée de notification.
C'est une décision du tribunal qui l'a confirmé encore très récemment, une décision du 4 février 2016, GFKL Financial Services AG, qui confirme donc que des difficultés à qualifier une mesure d'aide ne peuvent jamais en soi faire naître une confiance légitime dans le fait que l'octroi de l'aide était légal. Donc, à mon sens, ce régime qui est assez dur, c'était quelque chose qu'on pouvait comprendre assez facilement quand le droit des aides visait des aides assez grossières finalement, c'est-à-dire des subventions attribuées à une entreprise, à aucune autre. Aujourd'hui, le droit des aides est quand même devenu beaucoup plus raffiné et beaucoup plus subtil. On a par exemple aujourd'hui une multiplicité de textes qui organisent des exemptions de notification sur la base de critères qui ne sont pas toujours simples à apprécier. On a beaucoup de systèmes d'aide qui sont des aides à guichet ouvert, donc c'est pas vraiment où rien n'est caché finalement, et on a un régime qui est en fait tout aussi dur que quand on parlait de subventions assez brutales finalement données à une entreprise d'un État membre et à aucune autre. Alors, pour illustrer ce point, je voudrais vous donner 3 exemples, et je pense que l'intervention de M. Stromsky nous en donnera d'autres tout à l'heure, sur la difficulté qu'il peut y avoir à savoir si une mesure est une aide ou pas, et donc de savoir s'il fallait la notifier ou pas. Donc, premier exemple, c'est le cas du soutien au développement de l'éolien en France. Donc, très schématiquement, c'est un système de rachat obligatoire de l'électricité produite par les éoliennes par EDF et quelques autres acheteurs obligés. Donc, ce mécanisme a été mis en place en 2000 et à l'époque où il a été mis en place, il était considéré sur la base d'un précédent qui concerne l'Allemagne comme ne constituant pas une aide d'État à raison de son mode de financement. En 2003, le mode de financement a été modifié pour être financé par une contribution qui est prélevée sur tous les consommateurs d'électricité et qui est gérée par la Caisse des dépôts, ce qui a eu pour effet de transformer le système d'aide en aide d'État, comme l'a confirmé la Cour de justice en 2014. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce changement du mode de financement, pour les bénéficiaires de l'aide, il était totalement neutre. C'est-à-dire qu'eux continuaient à avoir, sur la base du même contrat d'achat, les mêmes aides. Ce qui veut dire que le système dont ils bénéficiaient a changé de nature, mais sans que nécessairement les bénéficiaires puissent eux-mêmes s'en rendre compte. Donc, in fine, ça n'a pas posé de problème puisque la Commission a déclaré l'aide compatible une fois qu'elle lui a été notifiée. Mais imaginons que la Commission ait considéré que l'aide était incompatible. On se serait trouvé dans un cas où les bénéficiaires n'auraient pas pu se prévaloir de la confiance légitime en application de la jurisprudence de la Cour, alors pourtant qu'ils n'avaient finalement pas de raison particulière de se rendre compte par eux-mêmes qu'ils étaient devenus les bénéficiaires d'une aide d'État, alors qu'à l'origine, il était considéré qu'ils n'étaient pas dans ce cas. Le deuxième exemple, c'est le cas des bénéficiaires de plafonnement d'impôts. Donc c'est un champ dans lequel le droit des aides s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc ces plafonnements peuvent ne pas être considérés comme des aides d'État, notamment dans un cas qui est le cas où ils résultent directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal d'un État membre. Donc ça, c'est un arrêt de la Cour Portugal contre Commission de 2006, ce qui peut viser notamment le principe d'égalité. Donc pour rendre les choses un peu plus concrètes, en droit français comme dans beaucoup d'autres États membres, on a un principe selon lequel les impôts doivent être basés sur les facultés contributives de chacun. Le corollaire de ce principe, c'est que quand on a une taxe qui n'est pas basée sur vos revenus, ou sur votre richesse, mais sur un facteur de production, par exemple, il faut en droit français qu'elle soit plafonnée, faute de quoi elle serait considérée comme décorrélée des facultés contributives. Le problème dans ce cas, c'est qu'en fait, vous pouvez, vous, en tant que bénéficiaire, vous trouver dans un cas où l'État membre qui vous donne ce plafonnement considère qu'il le fait pour respecter les principes directeurs de son système fiscal et avoir la Commission qui, elle, a une autre vision de la chose. Et donc vous êtes dans un cas où vous ne pouvez pas nourrir une confiance légitime dans la décision de l'État qui vous le donne, alors pourtant que vous pourriez assez légitimement penser qu'un État membre est le mieux à même de déterminer ce qui est dans la nature même de son système fiscal. Donc, pour conclure, en fait, finalement, mon interrogation principale, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours aussi justifié qu'il l'était il y a 30 ans de considérer finalement que la violation de l'obligation de notification est quelque part la violation la plus grave de toutes les violations possibles du droit de l'Union. Puisqu'in fine, c'est quand même aujourd'hui le résultat de la jurisprudence de la Cour. C'est, à ma connaissance, le cas où le délai de prescription est le plus long. C'est un des rares cas où la confiance légitime ne peut quasiment jamais jouer. Alors qu'en fait, le droit des aides qui, au départ, permettait de sanctionner des subventions assez basiques, est devenu un droit beaucoup plus raffiné qu'il ne l'était par le passé, et que l'Union elle-même a élargi son champ d'action à des domaines qui sont peut-être aujourd'hui beaucoup plus fondamentaux, notamment du fait de l'existence de la Charte des droits fondamentaux. Voilà.
Merci à tous.